chez les développeurs de Google. Les frustrations engendrées par le C. Donc sommaire, donc d'abord je vais commencer par vous décrire les caractéristiques du Go, genre les petites caractéristiques qui font le langage. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples de code, vite fait, mais je ne vais pas trop non plus m'attarder là-dessus, parce que c'est que de la syntaxe. Ensuite, je vais vous montrer aussi quelques exemples de code pour l'écriture d'une API, donc une API REST, hein, un petit web service sympa, et vous verrez qu'en fait, le Go est tellement bien fait qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de librairie en théorie. Donc bon, moi je préfère en utiliser une parce elle est assez sympa, mais en fait, pour écrire une API en Go, vous n'avez pas du tout besoin de librairie. Et c'est même assez simple, assez straightforward à écrire. Puis je terminerai par des avantages et inconvénients du langage. Et si je peux, je ferai peut-être une petite session pratique. Je vous montrerai que le Go c'est sympa. Et je vous montrerai qu'on peut écrire des trucs puissants et qu'on peut bien les écrire. Voilà, donc pour les caractéristiques, donc déjà le Go est statiquement typé. Donc à l'inverse du Python, en fait, quand vous avez une variable et que par exemple vous lui donnez une chaîne de caractères, cette variable restera de type chaîne de caractères en fait. Et vous ne pourrez pas mettre dedans un nombre ou quoi. Donc c'est ce qu'on appelle du statiquement typé, là où par exemple le Python, le JavaScript est dynamiquement typé. Donc bon, ça peut paraître un peu relou pour beaucoup de personnes, mais en fait, il faut savoir que le statiquement typé, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup qui, c'est aussi une bonne pratique parce qu'en fait, ça vous permet d'éviter de par exemple d'attendre à ce que votre variable reçoit une chaîne de caractères et qu'au final elle reçoit un nombre quoi. Donc en fait le fait que ça soit statiquement typé, ça évitera ce genre d'erreur. Et voilà, donc c'est un argument pour le statiquement typé, mais c'est vrai que par exemple par rapport à du Python ou du JavaScript qui est dynamiquement typé, vos variables vous les déclarez à la volée, et si vous mettez une chaîne de caractères en haut dedans, vous pouvez très bien remettre un nombre en bas. Enfin voilà, c'est dynamique quoi. Le Go, c'est plutôt statique sur ça. Donc un peu comme du C ou du C++ ou du C Sharp ou ouais, j'ai pas trop d'idées là. La fonctionnalité la plus intéressante du Go, c'est qu'il permet de faire de la programmation parallèle, donc la programmation de l'exécution concurrentielle, multithreading. Alors ça, c'est super intéressant. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs du langage. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir dans votre code dire ok j'ai telle fonction, j'ai une autre fonction et je vais dire ok je vais envoyer cette fonction je vais exécuter cette fonction en parallèle d'une autre en fait. Donc en fait vous allez avoir vos deux fonctions qui s'exécutent en parallèle et à la fin vous allez pouvoir récupérer les outputs quoi. Et c'est pratique. Bon, par exemple, un petit exemple que vous pouvez faire, imaginons vous avez quatre nombres à multiplier entre eux, ok. Donc vous pouvez envoyer une multiplication de deux nombres dans un thread, donc en fait, enfin dans un processus à part, et faire une multiplication des deux autres nombres dans un autre. Vous exécutez ces multiplications en parallèle, et à la fin, vous multipliez les résultats entre eux. Enfin voilà quoi. Vous avez, vous pouvez aller beaucoup plus vite comme ça. Bon, c'est pas trop utilisé pour faire des multiplications, vous en doutez, la programmation parallèle, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une bonne fonctionnalité du langage et ça simplifie énormément de choses. Vous pouvez en faire en Java aussi de la programmation parallèle, mais vous allez voir que c'est moins straightforward qu'en Go. Le Go aussi, il est rapide et performant. Alors c'est vrai que quand on vous parle de langage rapide et performant, on peut peut-être vous parler de Python, mais sachez que Python par rapport à Go, c'est vraiment pas du tout performant. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, le Python, comme le JavaScript et tout ça, en fait, comme le JavaScript, Python et JavaScript, c'est des langages interprétés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des langages qui compilent pas. Donc, en fait, c'est un runtime qui va lire votre code et qui va exécuter, quoi. Le Go, en fait, ça compile dans un binary. Un binary, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier binaire, en fait, qui parle directement à l'ordinateur, quoi, en binaire. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus rapide qu'un langage interprété. Le fait que le Go compile, ça permet d'avoir des exécutions à la fin qui sont beaucoup plus rapides qu'avec un langage interprété. Donc ça c'est vachement cool. Et surtout, ça peut compiler sur n'importe quoi. Vous pouvez target du Linux, vous pouvez target du Mac, enfin, vous pouvez target même un type de processeur particulier. Genre, si vous envoyez, vous faites votre code sur votre PC, sur votre PC là avec votre Intel, machin, ça compile tranquille. Vous l'envoyez sur votre Raspberry Pi, vous le compilez sur votre Raspberry Pi, ça marchera aussi tranquille, quoi. Donc ça aussi c'est vraiment génial. Et ouais, bien sûr, la rapidité, c'est incroyable, quoi. Comme ça compile en binary, comme je disais, ça va très très vite.
Et puis aussi, il y a un garbage collector. Alors ça, bon, ça part peut-être moins à certains, mais en gros, ça veut dire que le langage est pas chiant à pratiquer et que vous aurez pas des erreurs à la con que vous comprenez pas toutes les 2 minutes. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, des petits exemples de code. Donc voilà, donc quand vous partez en Go, ça fonctionne comme ça. Le Go utilise en fait la notion de package. Donc un peu comme en Java pour ceux qui s'y connaissent, mais vraiment beaucoup plus simplifié. Donc dans votre package, vous pouvez définir des fonctions, des variables, vous pouvez choisir de les exporter ou non. Et je crois que mon écran a freeze encore, non? Vous êtes sur 2 exemples de code là? Ou pas? Non? Ouais, et donc il a freeze en fait. Alors attendez, je vais régler ça vite fait. J'arrive, hein. Une petite seconde. Hop là. Donc je vais revenir, hein. Je reviens tout de suite. Allô? Je suis de retour. C'était rapide. C'est bon là, non? Vous avez mon écran, ouais? Good? Ok, bon. Ouais, pardon. Donc en fait, je reviens à ce que je disais, c'est que ça, c'est un peu le début, en fait, votre fichier de départ en Go. Donc voilà, en fait, vous avez forcément un package qui s'appelle main. Et en fait, quand vous lancez euh, votre fichier, c'est la fonction main qui va s'exécuter. Et ça, un fmt.println, c'est juste un print, en fait, pour afficher juste hello world à l'écran. Donc, comme je disais, c'est utiliser la fonction de package. Donc, en fait, dans des packages, vous allez pouvoir regrouper des, des fonctions, des variables que vous allez pouvoir exporter, c'est-à-dire partager au reste de votre projet. Mais bon, ça j'y reviendrai. Niveau déclaration de variables, il y a 2 façons de faire en fait. La première, c'est celle-là. Donc en fait, c'est de voilà, donc variable, le nom de ma variable et le type. Vous êtes obligé de faire ça en fait. Vous êtes obligé de préciser le type si vous choisissez cette notation. Vous pouvez aussi choisir cette notation. Et ça, c'est une notation donc un peu à la volée. Donc en gros, vous avez pas besoin de faire un myvar2 string, enfin de le déclarer avant. Vous pouvez directement en fait le mettre comme ça et lui donner une valeur directe. Et là, il saura qu'en fait myvar2 est de type string. Voilà. Donc ça, bon, ensuite le myvar égale toto, c'est si jamais, ben voilà, vous voulez mettre une valeur dans votre variable précédemment déclarée si haut, quoi. Mais donc voilà, cette notation là, elle est vachement pratique et c'est celle qu'on utilise la plupart du temps parce que en fait, un peu la flemme de faire des var, mon nom de variable, type de variable, quoi. On le fait des fois quand on veut utiliser une variable qui sort d'un certain contexte, c'est-à-dire qui s'applique à un contexte global, etc. On le fait, mais la plupart du temps, on utilise cette notation pour déclarer une variable. Donc voilà, donc bien sûr en Go aussi il y a des listes, hein, donc des listes typées. Donc là, par exemple c'est une liste de chaînes de caractères. Donc voilà, avec une petite fonction pour ajouter boy dedans. Et on peut aussi bien sûr en fait tout comme en Python aussi itérer dessus et afficher. Et afficher en fait le contenu de votre liste. Je reviendrai après sur la syntaxe, je vous montre juste un peu ce qu'il y a dans le Go. Le Go propose aussi, si vous êtes amateur de Python et d'autres choses comme ça, vous connaissez tout ce qui est les dictionnaires et tout, donc on a ça en Python, en Go, pardon, aussi. Donc voilà, donc ça s'appelle des maps en fait, un peu comme en Java, il me semble, ça s'appelle aussi comme ça. Je suis pas javaïste, hein, donc j'en sais rien, mais il me semble. Et donc voilà, vous allez pouvoir donc ajouter des clés, ajouter vos valeurs. Voilà, merci. Vous allez pouvoir ajouter des clés, vos valeurs. À noter que ici, vous remarquerez qu'il y a un truc qui s'appelle interface. Alors bon, interface c'est un peu utilisé par défaut comme étant le type générique en Go, même si normalement ça doit pas trop s'utiliser comme ça, mais en fait ça veut un peu dire ma clé
c'est une chaîne de caractères, et ma valeur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un nombre, ça peut être une chaîne de caractères, etc. Donc voilà, c'est un peu utilisé. Le interface, c'est un type qui est un peu utilisé pour dire c'est un type générique. Même si ça devrait pas trop être utilisé comme ça, bah, c'est le cas. Et voilà, pareil, là, vous allez pouvoir itérer en fait dans votre dict. Et voilà, donc afficher la valeur, afficher la clé. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais quand je fais des. Enfin, la syntaxe de mes boucles, elle est un peu particulière. Vous avez vu qu'en fait, là, j'ai deux valeurs en fait. Donc, la première, c'est pour la clé. La seconde, c'est pour la valeur. Et ça, c'est vachement pratique. Et c'est-à-dire que par exemple, là, dans ce cas-là, j'aurais pu aussi mettre un cas. Mais j'ai choisi en fait d'ignorer le cas qui est la clé, donc c'est l'index en fait. Donc il m'aurait envoyé 0, 1, 2, 3. Parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Donc en fait, la notation, quand on veut ignorer une variable retournée par une fonction, c'est un underscore, quoi. Bon, ça aussi, c'est des détails. Je pense que c'est des choses que vous devriez explorer de votre côté. Mais moi, je voulais juste vous montrer que on peut faire des listes de chaînes de caractères. Les variables, ça se déclare à peu près comme ça. Ça, c'est la base, et on peut faire des dicts et itérer dessus. Et voilà. Autre chose. Ouais, voilà, on a aussi ce qu'on appelle des structures. Alors, des structures, ça va être des. Bah, c'est une structure en fait. Ça va être un peu comme des blueprints, quoi, des définitions de ce que serait un objet. Bon, le Go n'est pas orienté objet pour ceux qui se demandent, mais en fait, on a quand même les structures qui nous permettent de définir en fait des structures. Ça parle vraiment pour ça. Donc là, par exemple, j'ai une structure qui s'appelle car et j'ai une propriété qui s'appelle wheels, donc roue, et je lui donne aussi un petit nom. Et donc là, vous voyez qu'en fait, je vais déclarer, je vais construire ma structure car, donc avec en wheel, je vais lui mettre 4 et je vais lui donner le nom de Ford. Et en fait, dans ce mycar, en fait, il y aura ces structures. Donc par exemple, si je fais, si je veux afficher mycar, il va me sortir ça là, wheels 4 et name Ford. Si je fais un mycar.wheels, je vais avoir un 4, mycar.name, je vais avoir un Ford. Donc en fait, voilà, les structures, c'est un peu à ça, ça sert à définir des modèles et à se rapprocher de quelque chose qui pourrait être de l'objet, mais sans vraiment l'être. Bon, ensuite, il y a des interfaces. Il y a aussi des interfaces. Donc structure interface, donc un peu finalement comment c'est, on a à peu près les mêmes outils qu'en C. Je vais pas me passer plus de temps là-dessus pour ceux qui sont vraiment débutants en programmation. Parce que déjà une structure, vous avez peut-être un peu de mal à voir ce que c'est, mais alors une interface, ça serait encore pire. Pour donner une rapide définition qui serait pas super juste et un peu grossifiée, une interface c'est un peu comme un contrat. Dedans vous dites ok, moi mon contrat c'est que tu saches faire telle action, telle action, telle action. Et en fait ensuite vous passez ce contrat en fait à des variables et en fait vos variables elles peuvent exécuter les méthodes que vous avez définies dans votre interface. Bon voilà, pas la meilleure explication, mais c'est un peu complexe si vous êtes débutant en programmation de comprendre ça pour l'instant. Ce dont je parlais juste avant aussi, c'est l'histoire de package. Donc en fait, les packages, faut vraiment voir ça comme un paquet en fait. Donc comme un paquet dans lequel vous allez pouvoir mettre, par exemple, définir des structures, définir des structures, des fonctions, qu'ensuite vous allez pouvoir choisir d'exporter. Alors exporter, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir définir des fonctions, par exemple dans Map Package, et ensuite réutiliser ces fonctions dans d'autres fichiers de code, en fait en les important tout simplement. Donc vous faites un peu ça des fois en Python quand vous faites du from quelque chose, import quelque chose ou import quelque chose. C'est en fait, ouais, c'est ça, vous importez des paquets et vous utilisez les méthodes que ce paquet exporte. Donc en fait, bon voilà, là c'est exactement le même principe. Et ça, en fait, cette pratique de séparer un peu votre code dans plusieurs paquets, des paquets qui sont des fois à thème, en fait ça permet de split votre code quoi, ouais, et de pas vous retrouver avec un fichier qui fait 1500 lignes quoi. Et donc ça, utiliser cette fonctionnalité de package, c'est vraiment une bonne pratique du langage. Et ceux qui font déjà du Java et même ceux qui font déjà du Python connaissent en fait un peu cette théorie de splitter en package. Mm. Ensuite, bon voilà, comme je vous le disais, le Go il est assez orienté quand même pour faire du server-side dans le domaine du web. Donc là, par exemple, vous voyez que la page, en fait,
la page main pour une API, vous voyez qu'elle est quand même assez simple. Et même, je pense que même si vous programmez pas et que vous parlez quand même un peu anglais et que vous avez peut-être déjà vu peut-être aussi une API, vous savez à peu près ce que fait ça. En fait, c'est tout simplement voilà, on définit les ressources et on définit en fait la méthode qui va être appelée quand cette ressource va être appelée avec telle méthode, quoi. Donc bon voilà, bon, pour ceux qui s'y connaissent pas, ça peut paraître un peu verbeux comme ça et un peu bizarre ce que je raconte, mais pour ceux qui s'y connaissent en développement d'API, c'est vraiment, vous pouvez voir que c'est assez straightforward comme manière de déclarer ça. Euh, les avantages et inconvénients du Go pour finir. Ensuite, je vous passerai peut-être sur un petit live pratique. Les avantages, je dirais que c'est rapide, c'est énormément rapide puisque ça compile en binary. Donc par exemple, si dans votre projet vous avez des services écrits en Python, vous trouvez que la performance elle est pas là, vous pouvez potentiellement songer à remplacer ça par du Go. Ensuite, tout dépend de la taille du code et voilà quoi. Faut pas non plus réécrire une application de 2700 lignes de Python en Go parce que le Go c'est plus rapide quoi. Faut aussi réfléchir là-dessus. Mais voilà, le fait que ça soit rapide, c'est un avantage non négligeable. J'en ai parlé, le multithreading, donc la programmation en parallèle, le fait de pouvoir exécuter plusieurs des fonctions en fait en parallèle. Il y a énormément d'avantages à ça, notamment pour la rapidité, mais aussi pour deux trois autres petites choses. Par exemple, oh non, j'ai peut-être pas parlé de ça, mais voilà, c'est la multithreading, c'est quand même quelque chose qui est toujours utile dans un code. Je reste assez bref là-dessus pour pas partir dans des délires un peu trop poussés. C'est robuste du fait de son de sa caractéristique à être statiquement typé, mais aussi par le fait que par convention et par good practice, en fait, le Go vous oblige un peu à checker vos erreurs et de manière un peu moins verbeuse qu'en Python. Ou en Python, par exemple, pour checker en fait une erreur, pour catch une exception, on en fait on engloberait plusieurs lignes de code dans des try-catch, quoi. Et souvent, bon, c'est un peu chiant à écrire et un peu chiant à relire. Là, le Go, c'est beaucoup plus simple. Par convention, en fait, une fonction en Go, déjà, une fonction en Go, elle peut retourner plusieurs valeurs, mais par convention, elle retourne toujours une erreur, en fait. Et en fait, c'est comme ça, quand vous appelez votre fonction, vous allez checker l'erreur en retour directement. Et en fait, ça se fait voilà, en deux lignes plutôt que de tout englober dans un try-catch comme en Python. Memory safe, donc ça, ouais, j'en ai un peu parlé avec le garbage collector et d'autres choses. Script binary, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de compiler du Go pour pouvoir exécuter du Go. En fait, avec une petite commande, vous pouvez directement exécuter votre app comme vous exécuterez en une ligne de commande du Python, quoi. Voilà, donc, mais ensuite vous pouvez aussi le compiler et exécuter directement le binary. La roadmap aussi du Go, elle est très très sympa. Il prévoit d'ajouter énormément de fonctionnalités au langage. Bon, je vais pas trop en parler ici, mais je vous invite à aller voir. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait c'est un langage qui a vraiment une grosse communauté, qui est très suivi, qui est très intéressant. Je vous montrerai ensuite les boîtes qui s'en servent. Euh, L'autre chose aussi, c'est une vraie alternative pour du back-end. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a Node, on a Python, on a Ruby un peu. Bon, Ruby, je crois que Ruby est un peu en train de mourir quand même, mais bon, je vais pas juger. Il y a énormément d'applications qui sont écrites avec ça. La dette technique est très forte là-dessus. Mais voilà, et puis éventuellement, il y a du Java, il y a du C#, des trucs comme ça, mais il y en a très peu qui égalent le Go en termes de performance. Donc voilà, assez intéressant du fait qui, euh, qui propose en fait tous ces avantages et qui sont en plus du coup une vraie alternative pour du back-end. Et effectivement, l'error handling est au top, mais ça, je préfère vous le montrer plutôt que de vous montrer des captures d'écran de code. Voilà, les inconvénients. On va dire que le static type, ça peut être chiant des fois, des trucs que vous pouvez écrire, certaines choses que vous pouvez écrire en 3 lignes de Python, peut-être que vous allez écrire en 10 lignes de Go, mais en tout cas, vous serez sûr que vos erreurs, elles seront potentiellement mieux gérées. Ensuite, ça dépend quel développeur Python vous êtes. Mais le Go, en fait, par définition, vous oblige à écrire du bon code. Enfin, j'aime bien dire ça, qui vous oblige à écrire du code dans lequel vous checkez vos erreurs, dans lequel vous prévoyez des cas quand il y a une erreur, etc., etc. Mais je vais vous montrer ça un peu après
plus en détail. Ensuite, il n'y a pas vraiment de P2O, hein, donc de programmation orientée objet. Vous avez vu qu'il y a des structures, donc on peut définir des modèles, tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'objets. C'est moins simple à apprendre que du Python. Mais ça, je pense que c'est grandement dû au fait que le Go est statiquement typé et que le Python est dynamiquement typé, entre autres. Et aussi, la mascotte, elle est un peu énervante. Ils arrêtent pas d'en faire dans tous les sens. Vous avez vu que j'en ai utilisé dans tout le diapo. Et j'ai l'impression que parfois, ils passent plus de temps à faire ça que de développer le langage. Et ça, c'est un peu chiant. Mais là, vous êtes en train de me dire, bon, c'est quand même pas trop mal son truc, du moins, ça pue pas trop la merde. Et vous dites, bon, bah, il y a qui l'utilise parce que de ce qu'il dit, ce mec, c'est génial et tout. Bah, déjà, il y a Google, ceux qui l'ont fait. Il y a aussi Uber, donc à travers, Uber plutôt, on dit, je crois. Donc Uber à travers Uber normal et Uber Eats. Il y a Dropbox, Twitch, Dailymotion. Peut-être que celui-là, il vous fait rigoler. Et il y a aussi Discord, même si je crois qu'en fait, ils ont commencé en fait, ils avaient commencé à écrire à convertir tous leurs services en Go. Et en fait, bon, comme c'est un peu Discord et que ben ils essayent de faire des économies de bout de chandelle, ils sont en train de réécrire de Go vers Rust parce qu'en fait, ils gagnent un peu de performance. C'est vrai que Rust est plus performant que Go, mais Rust est 4 à 6 fois 5 ah merde, 4 à 6 fois plus difficile à écrire que du Go. Donc bon, j'espère qu'ils gagneront en performance, mais je sais pas s'ils vont gagner en temps de développement parce que c'est quand même un langage complexe, le Rust. Mais voilà, donc j'en cite d'autres, hein. Il y a énormément de banques aussi qui sont en train de refaire leur service en, en Go. Ouais, voilà. Quelqu'un qui confirme que Rust, c'est un peu compliqué. Voilà, énormément de banques qui sont en train de refaire le service en Go, d'autres qui sont nés avec le Go. Je pense par exemple à Conto. Je sais pas si vous connaissez Conto, c'est une banque pour les entrepreneurs, micro-entrepreneurs, start-up française. Vachement bien. Voilà, il y a aussi Spotify qui fait du Go, enfin bon bref, énormément de gens. Docker, certains ont dû peut-être entendre parler de Docker, mais le runtime de Docker est en Go. Et aussi, il y a un autre use case pour le Go, c'est pour écrire des CLI. Alors les CLI, qu'est-ce que c'est? C'est des applications en ligne de commande. Donc c'est des trucs, par exemple, quand vous utilisez NPM ou des trucs comme ça, enfin quand vous tapez npm dans votre terminal ou d'autres choses, ou peut-être pour ceux qui utilisent Docker, quand vous tapez Docker dans le terminal, voilà, c'est ça une application en ligne de commande. C'est une application qui marche dans l'interface en ligne de commande. Et en fait, le Go pour ça, c'est en train de devenir le langage standard, quoi. Euh, pour des exemples de choses écrites en Go, d'applications, des CLI écrits en Go, il y a la CLI de Kubernetes, enfin une CLI de Kubernetes qui s'appelle MicroK8s. Il y en a énormément d'autres. Là, comme par hasard, bah, j'arrive plus à penser à celles qui existent, mais il y en a énormément. Voilà. Et il y a aussi moi qui fais du Go. Enfin, à la base, je suis quand même plutôt développeur JavaScript, TypeScript. Je suis passé par le Python, j'ai fait du Node pour du backend, et j'ai jamais été aussi satisfait que depuis que je fais du Go, quoi. Et pourtant, c'est vrai que j'étais vachement adepte de me dire, ouais, je fais mon front en JavaScript, je fais mon server-side en JavaScript et tout ça. Mais bah, il s'est avéré que j'écrivais du code beaucoup plus propre, beaucoup plus maintenable surtout, et beaucoup plus performant avec du Go. Donc bah, depuis, en fait, tout ce que je fais qui est du server-side, c'est avec du Go. Même quand, par exemple, j'ai envie de me faire une petite CLI ou quoi, pour m'aider dans des projets, ça c'est quelque chose qui se fait souvent. Par exemple, vous passez vos journées à écrire des lignes de commande, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va écrire une CLI en Go pour en fait, bah, au lieu que vous écrivez vos 25 lignes de commande, bah, lui, il automatise un peu le process via une CLI. Et ouais, écrire une CLI en Go, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est en Go, bon, à part pour du front et pour du client et tout ça. Il y a quelqu'un qui me demande si l'environnement Go est compliqué, comme Node.js avec les packages. Alors justement, gestionnaire de package dans Go, c'est juste parfait, hein. Je sais que dans Python, vous êtes obligé de créer un environnement virtuel, des trucs comme ça. Bon, je sais qu'il y a des outils qui rendent le truc pas si compliqué, mais en fait avec Go, c'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas si on le voit ailleurs. Je vais vous le montrer. Mais en gros, en fait, avec du Go, on peut importer des packages qui sont n'importe où, en fait. Donc, c'est-à-dire que vos packages, ils peuvent être sur GitHub.
Alors bien sûr, je vais ouvrir un projet où je n'ai pas d'exemple. Si, regardez. Voilà, vous voyez, ça c'est un package que j'ai importé et vous voyez en fait, le package c'est carrément un URL. Donc pour ceux qui connaissent un peu Deno, se veut être le successeur de Node, mais bon, enfin pas exactement une alternative on va dire, Deno fait un peu pareil, mais de manière complètement différente. Et là ouais c'est ça, c'est qu'en fait pour importer des packages c'est super facile. Et en fait, toutes vos dépendances, elles vont aller dans un fichier qui s'appelle le Go mode. Donc c'est-à-dire que quand vous récupérez le fichier de quelqu'un, pardon, le projet Go de quelqu'un, le mec va être en mode bon ben j'ai une chose à rouler, c'est go run main.go. Voilà. Il n'y a pas de pip de pip install pour installer les dépendances. Il n'y a pas d'autres trucs à installer. Vous installez Go, vous faites go run main.go, il va télécharger les dépendances automatiquement et rouler votre programme. Euh, et donc voilà, donc cette gestion des dépendances, elle est vachement bien. Il y a un linter aussi. Euh, ouais, il y a un linter. Et effectivement, il y a un truc dont j'ai pas parlé en Go, et qui est un peu spécial, c'est qu'en fait le Go ne compile pas si vous avez une variable qui n'est pas utilisée. Donc on va arrêter de parler comme ça et puis je vais peut-être ouvrir un truc. Je vais vous ouvrir un petit projet Go que vite fait là. Euh, Ok. Donc si par exemple, donc voilà, donc là on se retrouve dans, là je vais juste écrire genre ce que vous avez quand vous partez au début quoi. Voilà. Là tout simplement vous avez un truc qui dit bon on va faire les Français, du coup on va se dire bonjour tout le monde. Voilà. Donc ça, tout simplement, voilà, bonjour tout le monde. C'est simple que ça. Donc ce que je disais vis-à-vis des variables inutilisées, ouais, quand en fait vous avez une variable inutilisée, le Go ne compile pas. Donc par exemple si je fais OK, je déclare une variable OK et que dedans je mets une chaîne de caractères OK. Déjà il va me souligner là, il va dire ouais OK est déclaré mais pas utilisé. Et effectivement quand vous roulez, ça compile pas parce qu'on a ça. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que comme je vous disais la dernière fois, il y a énormément de fonctions en Go qui par convention retournent aussi une erreur. Donc en fait si par exemple vous avez une fonction, on va dire qu'elle fait dit bonjour, tu vois, et qu'elle est censée retourner. Donc comme je disais, une fonction en Go peut retourner plusieurs valeurs. Donc là par exemple elle retourne une chaîne de caractères et une erreur. Bon, pour faire les gens stylés, on va pas lui retourner d'erreur. D'accord. Bon, maintenant, on va se dire qu'ici, on appelle une fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable hotpot pour avoir la sortie de la fonction. Une variable R qui va en fait recevoir l'erreur. Et on va appeler la fonction dit bonjour, d'accord. Donc maintenant, je vais me dire, ok, super cool, je vais afficher le contenu de ça. Donc, qui sera en fait ce message-là. Donc, je vais écrire hello, ok. Voilà, donc là, en fait, avec ça, il est censé me dire hello. Et donc là, c'est pareil, en fait. J'ai déclaré une variable R pour recevoir, en fait, l'erreur, au cas où il y en ait une. Et il me dit, bah voilà, t'as déclaré erreur, mais tu l'utilises pas. Alors, donc, du coup, là, il faut que je dise que si l'erreur n'est pas nulle, si l'erreur n'est pas nulle, ça veut dire qu'il y a une erreur, je vais me dire que, j'affiche l'erreur. Avant, je dis quand même un truc du style erreur. Bon, on fait jamais ça, hein, on dit jamais, on affiche erreur et puis on fait ça. On fait pas ça dans la vraie vie, mais c'est un exemple. Voilà. Bon, là, on retourne nul en tant qu'erreur, donc en fait, on ne tombe pas dans ce cas précis. Donc voilà, c'est de cette manière-là, de la manière dont le Go est fait, en fait, vous êtes un peu obligé par convention en fait, de checker vos erreurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un langage intéressant. Ensuite, bien sûr, genre l'erreur là, je vous ai vite fait montrer tout à l'heure qu'en fait, on pouvait ignorer des variables retournées. Donc en fait, pour ça, vous voyez donc que la première, c'est bien genre ma chaîne de caractères,
et que la deuxième, en fait, je l'envoie vers ce tiré bas, en gros. En fait, ce tiré bas, c'est une convention pour dire j'ignore ce qui est retourné à cette place-là. Donc bah du coup, ça fait que là, bon, je check pas mon erreur. Et là, bon, le linter chez moi est pas à jour malheureusement. Mais en fait, le linter normalement m'insulterait. Là, il me dirait ouais, dis bonjour, il renvoie aussi une erreur et tu dois la checker. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Euh, Peut-être que vous avez des questions, ça pourrait peut-être un peu mieux orienter ce que je pourrais vous montrer par exemple. Ouais, c'est ça. Oui, il y a pas de, il y a pas d'orienté objet. Il y a pas d'orienté objet. Ensuite, il y a les structures. Et bon, les structures, c'est quand même pratique. Donc, bah, par exemple, bah, tiens, puisqu'on parle de structure, super, t'es tombé dans le piège. Je peux définir une structure, on va l'appeler, ouais, qu'on va appeler développeur, je sais pas, ouais. On dit qu'un développeur, bah, il a un nom, on dit qu'il a un âge. Et on lui demande s'il est compétent. Ok. Donc bah là, par exemple, donc voilà, maintenant qu'on a ce modèle, bah, on va pouvoir déclarer des variables qui auront en fait des propriétés âge, name et competence. Donc par exemple, on va dire qu'on déclare Thomas, donc Thomas c'est moi. Donc Thomas c'est un développeur. On va dire que son nom, bah voilà, gros suspense. Âge, j'ai 23 ans et compétent. Vous savez quoi, celle-là on va la changer parce que c'est un peu trop noir ou blanc. On va mettre une chaîne de caractères et on va dire ça passe, tu vois. Bon là, comme vous le voyez, genre Thomas, j'utilise pas cet enfoiré. Donc du coup, je vais pas pouvoir compiler. Donc ce qu'on va faire, bah, pour vous montrer qu'en fait, je peux afficher mon âge. Je vais afficher ici donc Thomas. Là, si je fais un point, vous allez voir que j'ai accès à âge, compétent et name. Donc on va afficher mon âge. Donc vous voyez, on a 23. Voilà, c'est un peu pour ça que sont utilisées les structures. Elles sont pas mal utilisées, par exemple aussi, je parle à ceux qui ont d'expérience dans les web services, les API REST, tout ça. Quand vous recevez par exemple un payload JSON, en fait, vous pouvez en fait, comment dire, transformer enfin, faire rapprocher le JSON d'une structure. Donc si par exemple vous recevez un JSON qui est mettons genre comme ça quoi. Donc ça dit name, bah super, bien joué. Ça dit par exemple name, Thomas et tout ça. Enfin bref. Vous voyez le JSON, bah en fait je peux récupérer ce JSON et le décoder en prenant comme base cette structure. Et à la fin je vais pouvoir avoir un objet comme ça. Donc bon on va appeler ça un objet, enfin une variable de type développeur plutôt, dans laquelle bah, je pourrais accéder au nom, à l'âge, compétences, et etc. etc., etc. Je vais essayer de vous montrer ça quand même un peu mieux. Ouais, j'ai réussi. Ok, donc on va se dire que bah, cette fois-ci on reçoit Adrien. Adrien, il a 22 ans. Et compétent, on va mettre ouais. Oh, fuck. Ok. Ça roule. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, ce qu'il va falloir que je fasse en fait d'abord, c'est que je vais dire bon ok, si je veux transformer cette chaîne JSON en une variable de type développeur que je peux ensuite utiliser comme ça, il va falloir que je fasse des petites dingueries. Donc il va falloir en fait que je précise à côté de name, dire qu'en fait, quand je reçois du JSON, que j'essaye de décoder du JSON vers ça, il faut qu'il associe la valeur qui est à name et qu'il me la mette là-dedans en fait. D'accord. Donc en fait, je fais tout simplement des bindings quoi. Je lis les deux. Et vous allez voir qu'en fait c'est vachement pratique tout ça. Pour en fait en fait décoder ce que vous recevez en JSON. Ensuite on peut aussi décoder du JSON en un dictionnaire. Ça se fait aussi.
Mais voilà, c'est pour parler un peu des structures. Euh, Ah ouais, bah super. Parce qu'en fait, le package qui... Non, voilà. Alors normalement, c'est Unmarshall. Ouais, c'est ça. Ok. Donc bon, il y a plein de types un peu spéciaux en Go. Il y a notamment des arrêts de byte en fait qui sont juste des arrêts d'octets. Euh, il y a certaines fonctions en fait qui demandent en fait que vous lui passiez un certain type de fonction. Donc vous voyez que là une Marshall il me demande une arrêt de byte en fait. Donc en fait qui correspond au JSON que j'essaie de décoder. Et là ensuite on n'a plus qu'à passer. Ah pardon, excusez-moi. Je n'ai pas déclaré avant. Donc on va dire que on crée Adrien développeur. Mais bon, Adrien, il a rien quoi, il a pas d'infos. Là, il est vide, il a pas de nom, il a pas d'âge, tout ça. En fait, on va faire en sorte de transcrire cette chaîne JSON dans Adrien et ensuite d'afficher l'âge d'Adrien. Là, je joue la compétence. On va faire la compétence parce que c'est un peu plus marrant. Euh, Du coup, maintenant, je vais faire ça. Hop là. Euh, oui, pardon, excusez-moi. Alors ouais, il y a un petit truc spécial, c'est que quand vous voulez utiliser ces choses-là en fait pour binder des noms de clés d'un objet JSON, il faut absolument exporter vos noms. Alors quand on exporte quelque chose en Go, en fait, on met une majuscule au nom de ce qu'on exporte. Donc par exemple là, je vais dire que en fait j'exporte name, donc je mets name avec un N majuscule. Forcément là, faut que je change. Voilà. Donc là, on avait mis compétent web. Vous avez vu qu'on a traduit en fait cette chaîne JSON dans un objet de type développeur, enfin dans une variable pardon de type développeur. Et ensuite on peut accéder à ses propriétés. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Il me reste un peu de temps. J'ai plutôt vous montrer un truc intéressant. Ok. Je vais vous montrer un truc intéressant. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de terminer, mais il y a un truc que vous pouvez utiliser pour regarder la météo dans votre terminal. C'est WTTR, WTTR.in. En fait, il suffit de faire curl. Donc curl, c'est pour faire une requête en fait HTTP depuis le terminal. Et donc là, il suffit de taper WTTR.in et le nom de la ville que vous voulez. Bah là, par exemple, enfin, moi je suis à Strasbourg. Je vais pouvoir récupérer météo de Strasbourg. Ça va jusque-là? Ok. Donc moi je me dis, bon, en vrai j'en ai marre de faire ça pour regarder Strasbourg ou pour regarder Belfort et tout ça. J'aimerais genre juste taper un truc et ça y va. Bon, il y a plein de manières de faire, hein. Je pourrais faire un alias, je pourrais faire un script shell, mais comme on est des fous, on va faire vite fait une petite CLI qu'on va appeler Go Météo. Ok. Et pour en fait pour cette CLI, alors attendez une seconde, excusez-moi. Excusez-moi, hein, j'ai un petit souci. Voilà. Donc bon, déjà, on va démarrer en fait le projet. Excusez-moi, hein, je devais absolument répondre à un message. Ok. Et bon, on a un truc en fait, un espèce de librairie dont on sert pour faire des CLI. Ça s'appelle Cobra. Donc Cobra aussi, en plus de quelque chose qui expose des méthodes et tout ça pour que vous puissiez faire une CLI, il a aussi lui-même une CLI qui en fait vous permet d'initialiser un peu votre ouais, votre CLI quoi en fait. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Et donc bon, je vais pas faire une présentation entière sur Cobra, désolé. Allô?
Excusez-moi, j'ai ouvert Mauvais Client. Ouais, donc je vais pas faire une présentation entière sur Cobra, mais tout simplement, là, ça dit, en gros, ça fait tout qu'en fait, pour que quand j'écris Go Météo dans mon terminal, je puisse run ce que je vais écrire là, d'accord? Donc là, tout simplement, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, euh, c'est de dire qu'en fait, je vais initialiser des, hop là. C'est de dire que, ben, par exemple, en fait, quand je run ça, j'ai envie en fait d'appeler une commande dans le terminal. Oui, je fais comme un point SH, mais en fait, plutôt en Go et avec une vraie CLI. Et dans le sens où ensuite, dans cette CLI, vous pourrez vous dire, tiens, je vais rajouter d'autres commandes, un peu comme ça. Donc ouais, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'appelais une commande dans le terminal. Donc notre commande, c'est curl. Euh, voilà, basiquement, c'est ça. Ensuite, bon, c'est un peu spécial à expliquer, mais en fait, je dois rajouter la sortie du terminal à la sortie que va procurer ma commande, en fait. Et ensuite, je la lance. Donc là, normalement, si je me suis pas trop foiré, si je fais go install go météo, parce que ma CLI s'appelle go météo, qu'ensuite je fais go météo, à la météo Strasbourg. Et ça, je peux le faire de partout en fait. Je peux retourner dans home, maintenant, parce qu'en fait, ma CLI est installée globalement. Et là, je peux faire go météo aussi. Donc voilà, pareil, vous pouvez. Il y a un truc très sympa aussi, c'est d'ajouter des flags pour dire que, bah, par exemple, vous allez avoir envie de regarder plutôt la météo pour Paris. Comme ça, par défaut, on va dire que c'est Strasbourg. Euh, Bref, voilà, donc vous allez pouvoir paramétrer des flags et des petites choses comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout quoi. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais peut-être plus faire un développement de A à Z d'une API ou d'une CLI. Parce que bon là, ça avait plus vocation à faire une démonstration de ce que pouvait faire le langage et des possibilités des possibilités du langage et ses domaines aussi. Et voilà. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, vu qu'il nous reste 10 minutes, n'hésitez pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Ouais, on t'entend. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis nouveau sur Discord et notamment via Développeur Libre. Je voulais m'excuser, je suis arrivé en retard. Mais j'ai bien aimé ce petit live, donc je vous remercie. pas de souci, merci à vous. Ouais, c'est vraiment intéressant. Enfin, tu m'as limite vendu le go, mais bon, vu mon niveau, je pourrais pas migrer tout ce que j'ai fait en Node.js, toutes mes API en Node.js en Go, mais ça me prendrait énormément de temps, je pense, pour l'apprentissage du Go. Ouais, non mais voilà, ensuite c'est vrai que moi je suis pas en train de dire aux gens de tout réécrire, tout ce qu'ils ont fait dans un Non, autre non, non, langage, mais mais je comprends tout à fait, normal. Bah après, il faut avoir un minimum de réflexion quand même. Enfin, je vais pas faire le débile et me lancer dessus comme ça. Mais c'est vrai que après, à voir avec l'évolution, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un langage qui est plutôt, qui a l'air d'être un peu plus léger déjà. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais ouais, oui, oui, bah clairement, bah en fait qui est plus. pour un langage avec de telles performances et qui permet, bon là c'est vrai que j'ai pas montré tout ce qui était multithreading, mais Mm. je vous invite en fait plutôt à aller voir un repo que j'ai fait et qui en fait bon, que j'ai fait il y a un petit moment, mais qui en fait Ouais. je vais l'envoyer dans le live chat, qui couvrait en fait tous les, enfin à peu près toutes les fonctionnalités
du langage. Donc en fait, ça vous montre comment on écrit, bah, par exemple, quelque chose aussi simple qu'un switch ou que des if-else. Et il y a aussi par exemple des projets, je crois que dedans il y a un petit projet il y a quelques petits projets que j'avais fait, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a un truc que c'est un bouncing ball, donc en fait c'est une boule qui rebondit sur votre terminal. Il y a un truc pour faire je crois que c'est un explorateur de fichiers. Il y a un équivalent de grep. Là, c'était assez intéressant à faire. Il y a une horloge rétro. Et voilà, bon, bref, il y a deux trucs. Mais ouais, le plus intéressant, c'est qu'en fait, la chose, Mais, voilà. Donc, c'est si vrai que par c'est exemple, stylé quand même, ouais, de faire du CLI avec un langage. Après, moi, je suis pas très fort, enfin très fort. Je connais pas tous les autres langages s'ils peuvent eux aussi le faire, mais enfin, par exemple, le Python, je sais pas si on peut faire du CLI. Je sais pas du tout. si, on On peut, peut? mais ouais, je pense que maintenant, il y a des frameworks pas trop mal, mais c'est vrai que le Go arrive tout de suite en fait, avec Hmm. Ouais, ok, ok. cette facilité sur ce plan-là, quoi. Hmm. Et c'est assez cool. Ah, il y a autre chose dont j'ai pas parlé aussi, mais ça s'adresse un peu plus aux gens qui développent pas mal déjà. Euh, En fait, vous pouvez vous poser la question de comment on fait du testing unitaire avec ce langage, quel framework on utilise, quels outils. En fait, la réponse est que vous n'en avez pas besoin parce que tester, c'est douter. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, en fait, il y a déjà un framework de testing qui est compris dans le runtime du Go, en fait. Et ça s'appelle le GoTest, en fait. Et là où en fait en Python, bah, vous allez devoir vous reposer sur une autre librairie qui va s'appeler par exemple Pytest ou quelque chose comme ça. Bah là en fait vous avez directement quelque chose qui permet de lancer vos tests directement en fait avec les commandes Go. Il n'y a rien besoin d'installer en plus. Et, Ah ouais, donc voilà. en gros, on a un truc similaire comment on appelle ça? Par exemple, en JS, à Mocha, un truc comme ça, en Go, mais le Go, il l'intègre directement. C'est ça, ouais, il intègre directement. T'as rien Ah besoin d'installer ouais. en plus. Et ce qui est pas mal, bon, c'est peut-être un argument pas ouf, mais enfin pas très pertinent, mais ce que j'aime bien dire, moi, c'est qu'en fait, bah, des trucs comme Pytest et tout ça, c'est des projets open source, c'est des gens qui les maintiennent. Le jour où, bah, par exemple, bah, il y a plus personne qui veut le maintenir, vous voyez bien, c'est arrivé par exemple avec la librairie Request en JS. Ou C'était Moment. Request. Ouais, voilà, ou Moment aussi. Moment. Ouais, Moment, ouais. Les gens, ils Bref, passent à DJS maintenant. voilà, tout d'un coup, plein d'applications deprecated, c'est la merde, alors que là, bah, c'est un framework de testing qui est embarqué, qui fait déjà énormément de choses. Enfin, il y a déjà vraiment pas mal de choses. Et donc, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est suivre un petit guide pour, en fait, écrire des fichiers, enfin, écrire vos fichiers correctement pour qu'en fait, GoTest puisse passer dedans et exécuter vos tests. Il y a juste un petit, euh, un petit guide à follow sur ça pour pouvoir s'en servir, mais voilà. Ok, putain, c'est vachement lourd. C'est vrai que c'est pas mal. Yes. Et bah, par exemple, excusez-moi, je me suis arrêté tout à l'heure avec les flags, mais bon, peut-être que tout le monde voit pas ce que je veux dire quand je parle de flag. Mais les flags, c'est genre, c'est quand vous tapez une commande, c'est genre les petits tirets, genre tiret C, tiret A, etc., etc. Bah là, bah, par exemple, j'en ai configuré un tout à l'heure qui était tiré C pour mettre la ville. Donc, par exemple, je mets Londres, en fait, pour target la ville pour ma météo, quoi. Sinon, je peux mettre Belfort. Et c'est vrai que par défaut, j'avais mis Strasbourg. Et chose intéressante aussi avec Cobra, si vous êtes intéressé pour faire des CLI en Go, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser la commande, enfin, de coder la commande help. Donc c'est le -h. En fait, c'est automatique. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, dans mon fichier, je dis que je paramétrais un flag. C'était City, ça s'utilisait en -c. Par défaut, la valeur c'était Strasbourg et la description c'était Target City. Et vous voyez qu'en fait, ça s'est mis directement dans le help. Et donc voilà, donc j'ai pas de doc, enfin si, peut-être que je pourrais faire une doc en plus, mais j'ai pas de description en help à entretenir quand je rajoute des commandes, etc. C'est tout automatique. Et ça se fait vraiment en 2 lignes de code. Genre, pour ajouter ce flag, j'ai utilisé cette ligne de code et cette ligne de code pour récupérer en fait la valeur du flag, et c'est tout quoi. Donc voilà. Euh, Moi, pour le coup, le Go, j'utilise aussi dans un projet open source.
sur lequel je travaille. Et en fait, on s'est fait, en fait, bon, pour ceux qui connaissent un peu, on a une espèce d'architecture qu'on run en local en fait avec Docker Compose. Et souvent, en fait, nos commandes pour démarrer le bordel, pour qu'on puisse commencer à travailler, elles ressemblent à ça, quoi. Donc, bah, souvent, on faisait des alias, on faisait des alias ou alors des points CMD ou des points shell parce que, bah, par exemple, les gens avec qui je travaille, ils sont sur Windows, moi, je suis sur Linux, donc on se retrouvait à avoir des petits points shell. Des fois, je rajoutais en fait un fichier de config, donc en fait, il fallait le prendre dans la nouvelle commande, etc. Ça changeait. Donc, bah, maintenant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une CLI que j'ai appelée Dogo. Et en fait, Dogo, il a plusieurs commandes. Et j'ai tout formalisé là-dedans pour qu'en fait, comme mes potes, ils arrivent sur le projet et qu'ils ont envie en fait de commencer à travailler, ben en fait ils font Dogo, Run, Dev pour démarrer l'architecture en mode Dev. Voilà, tout simplement. Donc des CLI, c'est pas que se dire oh je fais une application en, en ligne de commande qui va être utile à plein de monde, c'est trop bien et tout. C'est aussi des fois des trucs tout bêtes que vous pouvez automatiser sur des projets. Et voilà, c'est vachement utile pour ça. Ça revient à faire un makefile un peu, non? C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près, ouais. Ensuite, avec un Oh. makefile, tu peux lancer des commandes et attacher la sortie et l'entrée et tout ça. Que je connais pas du tout, moi, les makefiles. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce qu'avec un makefile, tu peux lancer des commandes et attacher la sortie et l'entrée? Si je dis pas de bêtises, je crois oui, peut-être que quelqu'un d'autre est mieux placé pour y répondre, mais je crois que oui. Enfin, j'en ai déjà fait un peu parce que j'ai eu un cours d'Unix, Linux, GNU, tout ça. Et je Mhm. sais que le mec, du coup, comme c'est natif en fait à GNU, du coup, D'accord, je ouais. sais qu'en fait on peut faire plusieurs trucs là comme tu viens de faire là par exemple, mais avec Make directement. D'accord, ok, Et ça roule. après, Faudra que je je sais regarde parce que pas j'ai jamais mis exactement. le nez dedans, dans ces trucs-là. Ok. Mais en gros, c'est Mais natif ouais. à tout ce qui est Linux, Unix, tout ça, quoi, le postfix. Donc, D'accord, ok, ok. en gros, c'est cool. Mais ouais, Et mais de je toute vois. façon, c'est toujours intéressant de savoir que un langage peut faire tout ça. Oui, 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 c'est sûr, oui. Puis surtout que, comme dit, c'est une CLI que j'ai écrit sous Linux. Mes potes, quand ils ont tiré le truc, j'ai, ils ont pour juste installer la CLI, ils ont juste dû faire go install Dogo pour installer la CLI en fait. Et eux, ils étaient sur Windows, ça a marché. Et voilà, et ça marche très bien dans l'exécution, dans l'installation, dans tout. Et voilà, alors que moi, je l'ai fait sous Linux ou je l'avais fait sur macOS, je sais plus. Donc voilà, c'est vraiment complètement comme ça compilé en binary, c'est plateforme indépendante, on va dire. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, mais ouais. Oui, 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 oui. Je prends un peu trop la parole. Non, t'inquiète, Désolé. t'inquiète, pas de souci. Euh, Est-ce que Euh, le- tout ce qu'on fait avec Rust, on peut le faire avec Go, comme les WebAssembly et autres? Oui, oui, les WebAssembly, oui. Maintenant, en effet, tu peux compiler ton Go en WebAssembly. Euh, Maintenant, je connais pas assez le Rust, mais je pense que, en fait, il y a un truc que je sais que tu peux faire en Rust, comme t'as pas de garbage collector, c'est que tu peux faire des bails avec la mémoire et tout ça. Bon, je m'y connais pas trop, moi, malheureusement, là-dedans, hein. Euh, mais je sais que tu peux faire des petites folies avec les pointeurs, modifier les adresses mémoire, modifier directement dans la mémoire et tout ça, accéder directement à la mémoire. En Go, tu peux le faire aussi, mais c'est pas aussi straightforward qu'en Rust, quoi. Et sinon, tu peux tout faire. Mm. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est un enfer, c'est un enfer, hein. C'est vraiment dur, hein. Mm. Yes. Ensuite, pour le coup, le Rust est pas mal utilisé aussi enfin, quand les gens ils veulent vraiment, ils sont presque sur de l'embarqué, quoi. Donc la performance, c'est plus qu'un critère. Là où le Go, ça se fait pas trop sur l'embarqué, ça se fait pas trop sur l'IoT. Je vous ai parlé de serveurs web. Vous pouvez écrire des microservices en Go, c'est vraiment juste parfaitement fait pour. Euh,
Voilà, c'est vrai que les use cases du Go sont pas les mêmes que celui de Rust. Rust pour faire du web, je pense que c'est tout à fait horrible, quoi. Enfin, déjà bon, c'est super compliqué à écrire par rapport au Go ou Python ou Node, des trucs comme ça. Mais, alors je m'imagine même pas faire du web et devoir désérialiser du JSON avec, quoi. Donc voilà, c'est vraiment des use cases qui des fois se rejoignent, mais qui sont quand même assez différents. Euh, voilà. Et du coup, je voulais savoir, excusez-moi, pour un débutant, Go, c'est facile d'accès? Ouais, franchement, oui, je trouve quand même. Je Ouais. trouve quand même. Ensuite, je pense que, genre, pour un débutant, pour quelqu'un Vous qui aviez a des jamais. liens, ça serait sympa. Ah oui, pour Ouais, commencer l'apprentissage. ouais. Ensuite, moi, je me forme sur Udemy, hein, Ah, ok, ouais. en principal. J'attends en fait qu'il y ait les soldes, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a à peu près tout le temps, hein. Il y Ouais. en a à peu près tout le temps. C'est comme ça qu'ils vendent, Ouais. qu'ils vendent leurs trucs. Mais donc du coup, j'achète des formations genre à 10 balles. Je les suis, je les fais à fond. Et surtout, je prends des notes dans tous les sens. Bien sûr. Je fais les TP du mec et tout ça. Et, J'ai vu euh, qu'il et y avait c'est bien. Codecademy aussi, je sais pas si c'est bien ça, Codecademy. Il y avait un truc sur Go gratuit. Ouais, mais il est pas assez poussé en fait. Ok, il faudrait Je- prendre la version pro en fait. Ouais. Ouais, peut-être. Ah, mais j'ai eu la version pro parce que comme je suis étudiant, j'ai eu la gratuite et c'était même pas assez en fait. Ah, bah c'est bon. J'essaye. Je vais envoyer le lien du cours Udemy que j'ai suivi. Bon, c'est peut-être Ouais, c'est c'est cool. peut-être pas le Ouais, c'est cool. meilleur, mais Ah, merci quand même. ouais, Tour of Go et tout ça aussi c'est pas mal, mais c'est pas mal aussi des fois d'avoir quelqu'un qui part vraiment des bases et qui en mode il vous explique, il vous fait des C'est schémas ça, et tout. Et c'est le cas de celui-là. Bon, il a un accent indien un peu space, mais franchement il est vraiment compréhensible. Euh, c'est le cas de celui-là et franchement ouais, une fois que j'ai eu ça, j'avais toutes les bases et ensuite j'ai pu continuer tout seul quoi. Mais je pense que si c'est genre un tout premier langage et que c'est peut-être pas genre le langage sur lequel partir en tout premier, mais après du Python, ça peut se faire. Je pense que le Python c'est vraiment bien pour une introduction à la programmation. Mais ensuite, Non, bah, passer du Python sur en du Go, ça Swift se fait là, tu super vois. facilement. Je Sur suis du quoi, sur du Swift? Swift, ouais, avec Ah oui, bah des alors bouts oui, de code. tranquille. Tranquille, Et alors oui, c'est bon. en fait, j'ai fait quelques recherches et je voulais peut-être début de l'année prochaine débuter sur du Node. Et en fait, en faisant des recherches, je me dis que je vais faire du Go plutôt. Ouais, ben ensuite trouver si c'est pour trouver du taf, Ouais, tu c'est ça. trouveras plus facilement développeur Node que Go, mais il sera mieux payé pardon en Go qu'en Node. Ouais, mais je vois ça Euh, comme un investissement, tu sais, sur le long terme en fait. ah d'accord, ouais. Non, mais oui, c'est un langage intéressant en tout cas pour faire du côté Bah, je serveur je te et remercie. Sincèrement, j'espère qu'il y aura d'autres lives et voilà, merci. y a pas de souci. Mm. Je pense que tous les DUT, comme tu as dit, je pense qu'ils font beaucoup de Java. J'ai remarqué ça, qu'il y a beaucoup de DUT, ils font beaucoup de Java. C'est abusé. Bah, le truc c'est que c'est un langage qui est là mais depuis super longtemps. Bon, pas aussi longtemps que le C, mais voilà quoi. C'est vrai que c'est un langage qui est quand même moins difficile que du C++ quand tu veux apprendre de l'orienté objet. C'est un langage qui est multiparadigme. Donc en vrai, ouais, c'est vrai que le Java, ça justifie sur beaucoup de trucs. Et surtout, bah, c'est surtout poussé en avant parce que c'est des gens l'informatique, ça va aussi très vite. Hein. Donc se dire, tiens, il y a un nouveau langage qui est sorti depuis 5 ans, je vais l'apprendre à mes élèves, c'est pas forcément évident à avoir comme réflexion, tu vois. Et et mine de rien, ben, même si le Java c'est vieux et que ben c'est très gourmand en ressources et que beaucoup de monde sont en train de le quitter et de réécrire, ben, notamment en Go, il y a beaucoup de services en Java qui sont en train d'être écrits en Go pour des soucis de performance tout simplement. Euh, il faut savoir que bah, quand même il y a toujours des offres pour des développeurs Java. L'écosystème Java il se meurt pas du tout.
voire même il grandit. Bon, il grandit avec des branches un peu spéciales, mais voilà, il y a toujours du taf pour les développeurs Java, etc., etc. Donc, ben, c'est vrai que ben, on apprend Java parce qu'on est en mode, bah, comme ça, au moins, on est sûr qu'on leur apprend pas un truc obsolète. Et c'est vrai. Ensuite, bon, malheureusement, faire toute une scolarité sur un langage, c'est un peu limite, quoi. Mais c'est comme les profs de base de données qui font faire que du SQL. Il y a vraiment très peu de profs de base de données qui font faire autre chose que du SQL. Ouais, ça je suis d'accord. Mais voilà, voilà. Bon, moi, excusez-moi, je suis désolé, j'ai une réunion, du coup, je vais vous laisser. Mais voilà, Bon, donc bonne soirée à tous. bonne soirée. Si jamais, voilà, vous avez d'autres questions, vous pouvez me MP, etc. Je répondrai avec plaisir. C'est pour quand le prochain live du coup? Bah, je sais pas, je pense que pour la prochaine fois, je trouverai un vrai sujet pratique sur lequel parler, genre développement d'une API, tout ça. Là, c'était juste pour exposer des les, les, les caractéristiques du langage et ce qu'on peut faire avec. Plus tard, peut-être que si j'ai une petite idée de projet à vous montrer, je vous le montrerai et ça sera Ah, plus efficace comme ça. une API REST, toi, c'est pas mal. Yes, yes. Ouais. Voilà, Ça voilà. marche. Avec Bon, bah, plaisir. bonne soirée. Bonne soirée à Allez, ciao, tous. ciao. Yes. Merci à Bonne tous. soirée, Salut. salut. Allez, au revoir.